Le jour où on m'a dit d'arrêter de chercher ma fille et d'accepter qu'elle était morte, quelque chose en moi a été enterré avec elle, non pas dans un cercueil, mais dans un lourd silence qui m'accompagnerait pendant des années. Car alors que tout le monde pleurait un deuil officiel, j'avais l'impression d'être forcée d'enterrer quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, il respirait encore quelque part. Je suis une femme plus âgée, une mère, quelqu'un qui a toujours cru connaître son propre fils mieux que n'importe quel médecin, policier ou autorité. Et dès le premier moment où ils ont annoncé la mort de ma fille, quelque chose n'allait pas. Ils ont dit qu'il n'y avait aucun corps dans des conditions pour être reconnu, que l'accident avait été trop grave, quelle insistance sur les questions ne ferait que prolonger la douleur, et chaque phrase était accompagnée de regards de pitié et d'impatience, comme si mon refus d'accepter était une déviation émotionnelle. J'ai commencé à être traitée comme une mère déséquilibrée, quelqu'un qui ne pouvait pas avancer, et peu à peu, j'ai réalisé que ma douleur me dérangeait plus que sa propre absence. Des amis sont partis, des membres de la famille ont commencé à changer de sujet chaque fois que je mentionnais le nom de ma fille, et même des professionnels ont commencé à me suggérer de chercher de l'aide pour apprendre à accepter la perte. Mais je ne niais pas la mort par attachement. Je me demandais pourquoi il y avait trop de détails cachés, trop de réponses vagues, trop de précipitation pour tout arrêter. Pendant des années, j'ai vécu comme si je faisais une erreur en continuant à chercher, comme si c'était mal d'aimer au point de me méfier, et cela a érodé ma confiance, mon estime de moi et même ma santé mentale. Il y a eu des nuits où je restais seule dans le salon, tenant une vieille photo, me demandant si je devenais fou, si tout cela n'était que de l'imagination alimentée par la culpabilité de ne pas avoir assez protégé ma fille. Les personnes qui insistèrent le plus pour que j'oublie étaient précisément celles qui avaient accès à l'information, celles qui disaient s'occuper de tout, résoudre des bureaucraties, signer de papiers à mon nom, toujours avec le discours qu'elles m'épargnaient. Je l'ai accepté discrètement pendant longtemps, car la fatigue émotionnelle est une forme silencieuse de violence. Et il arrive un moment où la personne n'a tout simplement plus la force de se battre contre tout le monde autour de lui. C'est ainsi que j'ai enterré ma fille vivante pendant des années, acceptant un deuil qui n'avait aucun sens, vivant une douleur sans réponse, tandis que quelque chose de bien plus grand se cachait derrière ce silence imposé. Tout a changé le jour où j'ai trouvé une lettre anonyme dans la boîte aux lettres, sans expéditeur, sans explication, juste quelques feuilles pliées et de mots qui faisaient trembler tout mon corps avant même que j'aie fini de lire. La lettre parlait d'un accord criminel, conclu en secret, impliquant des proches, des autorités et des intérêts que je n'aurais jamais imaginé faire partie de ma vie, et mentionnait le nom de ma fille non pas comme victime, mais comme faisant partie de quelque chose qu'il fallait cacher à tout prix. Chaque ligne démontait des années de versions officielles, expliquait la précipitation, le silence, la façon dont il m'avait poussé à une acceptation forcée. Et en lisant, j'ai ressenti un mélange d'horreur et de soulagement, car enfin, il y avait quelque chose de concret qui confirmait ce que mon instinct avait toujours crié. Mes mains tremblaient, mon cœur battait la chamade, et pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré non seulement de douleur, mais aussi de confirmation, parce que je n'étais pas fou, je n'exagérais pas, je n'étais pas coincé dans le passé, j'avais été trompé. La lettre citait des noms, des dates, des réunions, des valeurs, et montrait clairement que la disparition de ma fille avait été transformée en un problème administratif résolu par de l'argent, de l'influence et des mensonges bien alignés. Ceux qui me traitaient d'instable, qui me conseillaient d'oublier, qui me regardaient avec condescendance, apparaissaient maintenant comme des participants actifs dans un sale accord. J'ai passé des heures assis à la table, relisant chaque phrase, essayant de comprendre comment j'avais pu être manipulé, comment j'avais pu les laisser enterrer ma fille vivante dans ma mémoire, alors que chacun vaquait à sa vie comme si de rien n'était. La peur tenta de m'envahir à ce moment-là, car je comprenais que la manipuler signifiait affronter des puissants. Mais quelque chose en moi avait déjà été trop brisé pour rester silencieux. Je savais que si j'ignorais cette lettre, j'enterrerais à nouveau ma fille, et cette fois par lâcheté. Le lendemain, j'ai commencé à agir discrètement, reconstituant de vieux documents, revisiter des conversations, me rappelant des détails qui semblaient autrefois insignifiants, et tout a commencé à s'emboîter de manière effrayante. Plus je faisais le lien, plus il devenait clair que ma douleur avait été commode pour beaucoup, car une mère considérée comme instable n'est pas prise au sérieux, ne remet pas en question les accords,
ne menace pas la réputation. La vérité a commencé à émerger lentement mais fortement. Et chaque pas que je faisais enlevait un peu plus le poids que je portais depuis des années. Il n'y avait toujours pas de justice, pas de réponse complète, mais il y avait quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la lucidité. Et à mesure que j'avançais, même en tremblant, j'étais certain que ce silence imposait allait s'effondrer, car les secrets gardés par la force ne résistent pas quand ils trouvent quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Mais ce que cette lettre révélait vraiment, personne n'était prêt à l'affronter quand cela serait révélé. Après cette lettre, ma vie est entrée dans un état d'éveil constant, car chaque détail du passé a commencé à se réarranger dans ma tête comme des pièces d'un cruel puzzle qui révèle enfin sa véritable image. J'ai commencé à revisiter des souvenirs que j'évitais autrefois, à cause de la douleur, des conversations interrompues, des appels téléphoniques précipités, des visites inattendues de personnes qui disaient vouloir me soutenir. Mais aujourd'hui, je comprends qu'elles étaient là pour mesurer ce que je savais. Plus je relisais la lettre, plus je réalisais que rien n'avait été improvisé. Tout avait été froidement calculé, du discours officiel sur la mort de ma fille à la façon dont ils m'ont isolé émotionnellement, me poussant vers des médecins, des thérapies et des séances de conseil qui avaient moins à voir avec les soins qu'avec le contrôle. J'ai commencé à chercher des archives, des papiers oubliés dans de vieux tiroirs, des contrats signés sans explication claire, des autorisations que j'accordais dans des moments de profond choc, faisant confiance à ceux qui disaient tout résoudre pour moi. Chaque document trouvé confirmait qu'il existait un accord criminel soigneusement construit pour clore l'affaire trop rapidement, et que ma fragilité émotionnelle avait été utilisée comme argument parfait pour justifier des décisions prises sans mon consentement réel. Peu à peu, j'ai compris que des personnes très proches de moi participaient activement à ce silence forcé, que ce soit pour l'argent, la peur ou la commodité, et cette prise de conscience a été l'une des douleurs les plus profondes que j'ai jamais ressenties, car la trahison, lorsqu'elle vient de ceux qu'elle devrait protéger, déstructure toute notion de sécurité. Pourtant, j'ai continué, car après 2 années à être traité d'instable, je devais d'abord me prouver à moi-même que j'étais lucide. J'ai cherché de l'aide juridique par moi-même, sans en parler à personne, et quand j'ai posé la lettre sur la table, j'ai vu mon visage changer immédiatement, car cette information n'était pas un délire, c'était une preuve grave de crime. Pour la première fois, depuis de nombreuses années, quelqu'un m'a écouté sans hâte, sans paternalisme, sans essayer de me convaincre d'oublier. Et cette écoute a été la première véritable étape vers la reconquête de ma dignité. Les enquêtes commencèrent discrètement, presque invisiblement, car jouer avec d'anciens accords demande de la prudence, et entre-temps, je continuais à être traité publiquement comme la mère qui ne surmontait pas le chagrin, ce qui me donnait un avantage inattendu, car personne ne soupçonnait que je n'étais plus seule. Au fil des jours, de nouvelles lettres apparurent, de nouvelles informations arrivaient de manière fragmentée, comme si quelqu'un, submergé par la culpabilité ou la peur, avait décidé de parler après tant d'années de silence. Les dates correspondaient, les noms étaient répétés, les valeurs apparaissaient clairement, et le récit officiel commençait à montrer des fissures qu'on ne pouvait plus ignorer. Lorsque les autorités ont finalement été contraintes de rouvrir l'affaire, la réaction a été d'un malaise généralisé, car cela signifiait admettre qu'une mère avait été trompée, réduite au silence et ridiculisée pendant des années, alors que les intérêts douteux étaient protégés. Ceux qui m'avaient auparavant conseillé de passer à autre chose ont commencé à éviter mon regard. Certains essayaient de se justifier, d'autres feignaient la surprise, et certains ont essayé de m'intimider de façon voilée, suggérant que je jouais avec des choses trop dangereuses. Mais la peur n'avait plus le même effet sur moi, car après avoir enterré ma fille vivante si longtemps, je n'avais plus rien à perdre que la vérité. Le tournant est survenu lorsque des documents officiels ont été révélés, prouvant que le décès n'avait jamais été correctement confirmé, que les dossiers avaient été modifiés et que des paiements avaient été effectués pour accélérer les procédures et les enquêtes closes. Ce n'était plus suspect, c'était la preuve. Le scandale s'est rapidement répandu, et les mêmes noms qui m'avaient auparavant qualifié de déséquilibré ont commencé à être cités dans les reportages, les auditions et les gros titres. J'ai été appelé à témoigner, et quand je me suis assis dans cette pièce, j'ai senti un poids quitter mes épaules, car enfin je n'avais besoin de convaincre personne de ma douleur. Elle était là, documentée, reconnue. Je parlais calmement, sans crier, sans pleurer,
car ma lucidité était désormais ma plus grande défense, et j'observais attentivement les expressions de ceux qui, pendant des années, m'avaient fait douter de moi. Certains baissèrent la tête, d'autres gardèrent le silence, et à ce moment-là, j'ai compris que la justice ne consiste pas seulement à punir les coupables, mais aussi à rendre la voix à ceux qui ont été réduits au silence. La vérité a révélé que ma fille était devenue un problème administratif, quelqu'un qu'il fallait effacer pour protéger les accords, la réputation et les intérêts financiers, et cette révélation a choqué même ceux qui pensaient avoir tout vu. Le processus était toujours en cours. Il y avait des développements, des responsabilités à définir, mais quelque chose d'essentiel s'était déjà produit. Le récit avait changé. J'ai cessé d'être la mère déséquilibrée, et je suis devenue la femme qui résistait à l'effacement. Chaque humiliation que je subissais avait désormais un sens dans un plus grand plan de silence, et cela, paradoxalement, m'apportait la paix, car j'ai enfin compris que ma douleur n'était jamais une exagération, elle était inconfortable. Et au fur et à mesure que tout cela avançait, j'avais l'impression de déterrer ma fille, non pas du sol, mais du mensonge, lui rendant l'existence qu'ils avaient tentée d'effacer, même si la vérité entière allait encore révéler son coup final. Au fur et à mesure que l'affaire avançait et prenait une dimension que personne d'autre ne pouvait contrôler, j'ai commencé à comprendre que ce qui était révélé n'était pas qu'un crime isolé, mais tout un système conçu pour effacer les personnes gênantes et de faire taire quiconque osait interroger. Chaque audience apportait de nouveaux noms. Chaque document analysé révélait plus de couches de mensonges. Et j'observais tout cela avec un mélange de douleur ancienne et d'amertume lucide, car ces preuves expliquaient, avec une précision effrayante, chaque humiliation que j'avais subie au fil des ans. J'ai découvert que des réunions avaient eu lieu à mon insu, que des décisions avaient été prises dans des pièces closes pendant que j'étais tenue à l'écart par des discours de protection émotionnelle, et que mon insistance à poser des questions s'était utilisée comme justification officielle pour me discréditer. Voir cela consigné sur papier, dans un langage froid et technique, a été dévastateur, mais aussi libérateur, car cela a définitivement levé le doute sur ma santé mentale. Les gens qui venaient souvent chez moi, qui s'asseyaient à ma table, qui me tenaient la main lors des veillées symboliques, apparaissaient désormais comme des intermédiaires dans un accord criminel, échangeant le silence contre des bénéfices, et accepter cela exigeait de moi une force que je ne savais pas encore posséder. À de nombreux moments, j'ai dû m'arrêter, prendre une grande inspiration et me rappeler pourquoi j'étais là, car revivre chaque détail était non seulement douloureux, c'était épuisant. Mais je savais que renoncer à ce moment-là leur permettrait d'enterrer ma fille une troisième fois. Les enquêtes ont révélé que ma fille était devenue un obstacle à des intérêts plus larges, ce qui devait être résolu rapidement et discrètement. Et lorsque cela n'a pas été possible de manière propre, ils ont choisi d'effacer son existence officielle, la transformant en une absence commodée. Entendre cela à voix haute, devant des gens qui m'avaient déjà demandé de rester calme, c'était comme sentir une vieille blessure s'ouvrir, mais cette fois sous une lumière vive, sans place pour le doute ou la distorsion. L'impact public a été immédiat, car personne n'était prêt à admettre qu'une mère avait été maintenue en deuil forcé si longtemps pour protéger un règlement criminel, et l'indignation collective a rendu impossible toute tentative de faire étouffer l'affaire. On m'a de nouveau demandé de parler, non plus en tant que suspect ou inconfortable, mais en tant que pièce maîtresse de la vérité qui était en train d'être reconstruite, et ce changement de posture était trop symbolique pour passer inaperçu. Quand j'ai pris la parole, je n'avais pas besoin d'élever la voix. J'ai simplement raconté les années d'exilence imposées, les nuits de doute, les tentatives constantes de me faire croire que tout n'était qu'un produit de mon imagination, et je voyais sur les visages autour de moi l'inconfort de ceux qui réalisaient qu'ils participaient, directement ou indirectement, à une violence prolongée. Certaines personnes ont essayé de se défendre en disant qu'elles pensaient que c'était le mieux, qu'elles suivaient les directives. Mais aucune justification n'a pu effacer le fait que ma fille était réduite à un problème à dissimuler. À la maison, j'ai vécu un processus parallèle de reconstruction émotionnelle, car chaque révélation m'obligeait à réorganiser ma propre histoire, à revoir les décisions, à me pardonner d'avoir cru en ceux qui ne le méritaient pas, et à comprendre que faire confiance n'est pas une erreur quand la trahison vient de l'extérieur. Il y eut des moments de profonde fatigue,
des jours où je pensais à tout arrêter et à me replier dans le silence. Mais quelque chose en moi me rappelait toujours que ce combat n'était pas seulement le mien, mais pour la mémoire de ma fille, pour la vérité qu'ils essayaient d'effacer et pour la dignité qui m'avait été enlevée. Le résultat a commencé à se dessiner lorsque les responsabilités ont été officiellement attribuées, lorsque les accords illégaux ont été annulés et lorsque les noms, qui circulaient depuis des années protégés, ont commencé à rendre publiquement des comptes de leurs actes. Il n'y avait aucun sentiment de victoire, seulement un lourd soulagement, accompagné de la certitude que la justice, bien que tardive, avait finalement rompu le pacte du silence. Je comprenais qu'il était impossible de récupérer l'année perdue, ni d'effacer la douleur accumulée, mais j'ai aussi compris que révéler la vérité empêchait que cette même méthode soit à nouveau utilisée avec une autre famille. Aujourd'hui, quand je pense à l'expression « enterrer quelqu'un vivant », je sais exactement ce que cela signifie, car je l'ai vécu pendant des années, portant un chagrin imposé, une culpabilité fabriquée et une honte qui n'a jamais été la mienne. Au bout de ce chemin, je n'ai trouvé ni réponse facile, ni fins heureuses parfaites, mais j'ai découvert quelque chose de plus rare. La certitude que ma voix, aussi fragile soit-elle qu'ils essayèrent de la faire paraître, suffisait à briser tout un système de mensonges. Ma fille n'a pas été oubliée, je n'ai pas été effacée. Et je ne suis plus la femme qui doutait de sa propre santé mentale, je suis quelqu'un qui a affronté les silences et prouvé qu'aucune vérité ne reste enfouie à jamais lorsqu'elle trouve assez de courage pour être déterrée. Alors que le processus touchait enfin à sa fin, j'ai ressenti ce qui n'était ni de la joie ni un soulagement complet, mais un étrange sentiment de retour à la vie elle-même, comme si, après tant d'années à vivre en marge de la vérité, je marchais pour la première fois sur un terrain solide. Les dernières audiences furent longues, techniques, pleines de termes froids qui tentaient d'organiser en langage juridique une douleur qui ne tenait jamais en mots, mais je restais là, assis, attentif, parce que j'avais besoin de voir de mes propres yeux la fin de ce pacte silencieux qui m'avait volé des années d'existence. Les décisions finales ont confirmé ce qui était déjà clair. Il y avait un accord criminel, une manipulation, un paiement pour accélérer les procédures et effacer les questions, et une stratégie délibérée pour me discréditer, car une mère perçue comme émotionnellement instable ne menace pas les structures, ne dénonce pas les systèmes, ne dévoile pas les intérêts. Quand les noms ont été officiellement prononcés, j'ai ressenti une boule dans la gorge, non pas de surprise, mais de confirmation, car beaucoup d'entre eux étaient les mêmes qui m'avaient conseillé de me reposer, de passer à autre chose, de accepter l'inévitable. Le silence qui m'avait étouffé si longtemps commença à perdre de force à ce moment-là, car enfin, ce n'était plus moi contre tout le monde. C'était la vérité devant tout le monde. Ce jour-là, je suis rentré chez moi à pas lents. Je me suis assis dans la pièce vide et j'ai fixé les murs qui avaient été témoins de mes nuits de doute, de mes conversations solitaires, de mes tentatives de me convaincre qu'ils avaient peut-être raison. Et là, j'ai pleuré pour la dernière fois. Non pas de culpabilité, mais de clôture. J'ai compris que ma fille n'a jamais été enfouie dans ma mémoire. Elle était piégée dans un mensonge collectif qui nécessitait mon silence pour survivre. Peu à peu, j'ai commencé à réorganiser ma routine, non pas comme quelqu'un qui essaie d'oublier, mais comme quelqu'un qui apprend à vivre avec la vérité sans peur. Car ce n'était plus une menace, c'était une ancre. Des personnes qui auparavant évitaient mon regard ont commencé à me saluer avec respect. Certaines s'excusaient, d'autres s'éloignaient simplement, incapables de supporter leur omission, et j'acceptais chaque réaction sans avoir besoin de confrontation, car ce n'était plus mon rôle de convaincre qui que ce soit. Ma lutte s'est terminée au moment où la vérité a cessé de dépendre de ma voix pour exister. J'ai commencé à visiter des endroits que j'avais évités pendant des années, à marcher sans ce sentiment constant d'avoir tort, et j'ai compris que la liberté émotionnelle ne vient pas de l'absence de douleur, mais de l'absence de mensonges. Certains jours, ma fille me manque encore de façon aiguë, car aucune révélation ne remplace la présence, mais maintenant que la douleur n'est plus accompagnée de culpabilité ou de doute, elle est claire, honnête, comme le deuil aurait toujours dû l'être. J'ai appris que la plus grande violence que j'ai subie n'était pas la perte elle-même, mais la tentative systématique de me convaincre que mon instinct maternel était un problème, que trop haïmer était un signe de déséquilibre, et que le reconnaître était essentiel pour retrouver mon identité.
Aujourd'hui, quand quelqu'un me demande comment j'ai supporté tant d'années, je ne réponds pas avec des phrases fortes ou des exemples de courage, car la vérité est plus simple et plus difficile. J'ai tenu parce que j'y ai été forcée, parce que l'exilence m'a été imposée comme seule option. Ce qui a changé n'était pas ma force, c'était l'opportunité de parler sans être interrompue. À la fin de cette histoire, je ne me vois pas comme une gagnante, ni comme un symbole, je me vois comme une femme qui refuse d'enterrer sa propre intuition, même lorsque tout le monde insistait sur le fait qu'elle avait tort. S'il y a une possible conclusion à tout cela, c'est dans le fait que ceux qui faisaient confiance à l'oubli ont été exposés, ceux qui misaient sur le silence ont perdu le contrôle, et moi, qui ai été traitée comme déséquilibrée, j'ai enfin pu reposer dans la certitude que je n'ai jamais été fou. J'ai enterré ma fille vivante pendant des années parce qu'on m'a forcé de croire que chercher des réponses était mal. Mais aujourd'hui, je sais que la vérité n'a pas besoin d'autorisation pour exister. Elle attend juste quelqu'un prêt à porter le poids de la déterrer. Et je l'ai endurée.